Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance, votre émission quotidienne qui s'attache à comprendre l'actualité pour vous proposer éventuellement des stratégies d'investissement ou de trading les plus adaptées à vos profils de risque. Et pour continuer à bien comprendre l'environnement dans lequel nous évoluons, eh bien, qui de mieux que de Jean-Marc Daniel pour éclairer nos lanternes. Monsieur Daniel, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Jean-Marc Daniel, vous êtes économiste, professeur émérite à l'ESCP, l'école de commerce de Paris, avec nous pour parler du déni français. Jean-Marc Daniel, la Banque de France, en milieu de semaine, a parlé d'une croissance de 0,7% en 2025 et d'un climat d'incertitude politique qui pèse sur l'investissement. Est-ce que pour vous, la France, ça y est, elle est en train de décrocher ? Oui, je pense qu'elle est en train de décrocher, mais ça fait un petit moment qu'elle décroche. Ce n'est pas uniquement depuis les élections de l'année dernière. Je pense qu'en fait, la France souffre de trois facteurs négatifs. Un premier qu'on ne met pas assez en avant, même si on commence à beaucoup en parler autour de la retraite et tout ça, c'est l'évolution de sa démographie. La France, c'est comme ses voisins européens, d'ailleurs, comme l'Allemagne, l'Italie, comme le Japon, c'est en train de devenir une maison de retraite, et les maisons de retraite, ce n'est pas des lieux de croissance très importants. La deuxième raison qui fait que la France est en difficulté, c'est que, grosso modo, elle ne travaille pas assez. Alors ça, c'est une de mes obsessions. Si vous voulez, un problème de productivité. Il y a une productivité, donc l'efficacité du travail, puis de quantité du travail. C'est-à-dire, ce n'est pas uniquement l'efficacité du travail, c'est aussi la quantité du travail. Et on focalise ça beaucoup sur la tranche la plus âgée, c'est-à-dire 62-64 ans, c'est pour effectivement avoir plus de gens qui travaillent, mais la question se pose aussi pour l'insertion des jeunes, et puis aussi dans la tranche des gens entre 15 et 50 ans, entre 25 et 50 ans, qui sont 35 heures, même si c'est dans 35, 39, oui, c'est en train de devenir une fiction. Il y a une véritable réflexion à avoir sur la quantité et la qualité du travail, et on voit bien que nous ne travaillons pas assez, et ça, c'est pas la classe politique immédiate qui est à l'origine de ce problème. Et puis, le troisième élément, c'est que dans la situation de nos comptes extérieurs, on a encore... Alors, en 2024, on a équilibré notre balance des paiements courants grâce aux Jeux Olympiques. Et pourquoi ? Parce qu'on a travaillé, les gens qu'on a accueillis, il y avait des gens en face pour les accueillir. Il y avait toute une organisation qui était mobilisée pour accepter... Il y avait un esprit, en fait. Il y avait un esprit, et puis il y avait physiquement... Et physiquement, l'organisation, un contexte... Et donc, si on sort cet événement exceptionnel, on est de nouveau en déficit. Et ça ne se voit pas parce que, concrètement, la solidarité née de la zone euro fait que nos déficits sont compensés par les excédents allemands, italiens et espagnols. Et donc, et ça aussi, ça existe depuis 2002. Donc, est-ce que c'est une bonne chose, justement, finalement, ça a un peu peut-être du sens pour nous, en tout cas présentement, d'être un peu aidés par les Allemands, les Italiens, les Espagnols à l'heure actuelle ? Ou est-ce que non, ça masque juste une réalité et en fait on va droit dans le mur et on ça masque une réalité, surtout ça va créer des tensions, ça commence à créer des tensions. C'est-à-dire la France a été à une certaine époque la cible privilégiée de ce qu'on appelait les pays frugaux. Le combat était mené surtout par les Néerlandais. Alors, donc c'est des pays moyens, les pays frugaux, les grandes économies sont plutôt en retrait par rapport aux discours tenus par ces pays, mais c'est quand même des gens qui sont porteurs d'une irritation, d'un agacement vis-à-vis de l'incapacité des Français à prendre leurs problèmes en main. Et donc, l'âge de départ à la retraite, c'est vrai qu'on peut considérer que c'est un paramètre parmi l'ensemble des paramètres qui peuvent expliquer le fonctionnement d'un système de retraite. Mais symboliquement, c'est ce que voient les gens à l'étranger. Et ils disent qu'on est solidaire de la France, et la France continue à favoriser effectivement une forme de non-travail en refusant de retarder l'âge de départ à la retraite. Donc c'est une très mauvaise idée d'avoir suspendu la réforme de la retraite jusqu'en 2028. C'est une idée assez étrange. Alors c'est une idée, le raisonnement est simple, on a besoin de stabilité. Pour avoir de la stabilité, il faut avoir les votes du Parti Socialiste, pour avoir les votes du Parti Socialiste. C'est des arrangements politiques en fait, il n'y a aucune logique économique derrière. Voilà, donc on gagne 3 mois. Alors effectivement, c'est tout un débat parmi les économistes. C'est-à-dire la formule célèbre de Keynes, à long terme, nous seront tous morts. C'était une façon, quand on regarde le texte, c'était pas une façon de constater une évidence, on finira tous par disparaître. Mais c'était de dire, écoutez, parlez tout le temps, il faut préserver la prochaine génération. Mais il y a des immédiatetés, c'est-à-dire ce que disait Keynes, si vous négligez l'immédiateté, vous finissez par avoir des gens au pouvoir qui, eux, se sont inscrits dans cette immédiateté. À l'époque, il disait, si vous négligez au nom de l'équilibre général de l'économie, du futur, de la génération future, si vous négligez ce qui se passe en ce moment, vous allez avoir les fascistes ou les communistes au pouvoir. Donc, ne soyez pas totalement aveugles sur ce qui se passe. Mais on est quand même dans une situation où on aurait pu effectivement demander au Parti socialiste, peut-être pas, mais à l'ensemble d'un certain nombre de députés de
une sorte de neutralité pendant quelques semaines, quelques mois, mais alors justement, quelques années. Justement, alors c'était ma dernière question, Jean-Marc Daniel, mais du coup je vais vous la poser maintenant. Est-ce que la France est en perte de vitesse économique, en perte de vitesse politique, mais dans ces cas-là, avec ce genre de raisonnement et ce genre de non-accord finalement entre députés qui devraient voir les intérêts de la France avant les leurs, leur élection immédiate, est-ce qu'on n'est pas dans une forme de déclin intellectuel aussi en France, d'une certaine façon? Alors c'est une question effectivement qui est une question qui se pose à deux niveaux, c'est-à-dire un déclin intellectuel de la classe politique, des élites, des gens qui nous dirigent. Alors on en parle beaucoup de ce déclin intellectuel. Je pense qu'on survalorise aussi peut-être les capacités intellectuelles des générations précédentes. Je cite assez souvent une formule d'Anatole France au moment de l'affaire Dreyfus, et donc il fait dire à de ces personnages, certes la République gouverne mal, les républicains sont des incapables, mais on a au moins une chance, c'est qu'ils gouvernent assez peu finalement, ils ont des obsessions autres que le fait de gouverner. Donc déjà à la fin du 19e siècle, on trouvait que notre classe politique n'était pas à la hauteur. Et puis ensuite, il y a notre système de formation. On a quand même une chance d'avoir un système de formation qui est assez reconnu à l'international, même si les classements fait... Formation, vous parlez du niveau scolaire, des universités, des classements universitaires. Des classements universitaires. On a une pointe qui est une sorte de diamant au sommet de la pointe, là, qui reste encore très très valorisée. Mais le problème, c'est que nos polytechniciens, nos centraliens, nos ingénieurs de l'école des mines ou des ponts, ils sont partis, ils s'en vont aux États-Unis. Ils s'en vont. Ils pantouflent d'une certaine façon. Ils pantouflent et puis ils quittent beaucoup le pays. Et donc il y a un problème d'attractivité pour nos savoirs, pour les gens qui ont acquis ce savoir. Il y a un problème d'attractivité qui est lié là aussi au fait que je pense on est obsédé par le fait de vouloir humilier les riches, et c'est eux qui constituent la force économique. Moi, ce qui me frappe dans les débats à l'Assemblée, c'est qu'il y a deux blocs clairement identifiés, un qui veut taper sur les riches et un qui veut taper sur les immigrés. Or, à l'heure actuelle, les immigrés, c'est une source de travail, les riches, c'est une source d'innovation et d'épargne. Or, ce dont on a besoin, c'est d'épargne, d'innovation et de travail. Mais alors du coup, ça veut dire quoi? Alors effectivement, on bondit sur cette nouvelle taxe sur les riches, sur les richesses non productives. La France a un problème avec la réussite économique finalement. Oui. Alors là aussi, je ne sais pas si j'avais fait cette citation là. Pas précédente où je suis passé, mais partout où je passe, je fais une citation de Corneille, qui est donc Corneille, l'écrivain du XVIIe siècle, pas le chanteur, l'écrivain du XVIIe. Et donc il y a un vers où il dit jamais un envieux ne pardonne au mérite. Et donc il y a un problème en France, puisqu'il disait ça au XVIIe siècle, il y a un problème en France qui est une sorte effectivement d'envie, de jalousie, d'incapacité. Alors après ça se redresse sur le plan culturel, ça suppose quand même une refonte peut-être de la base justement, et donc peut-être du système scolaire, de l'éducation nationale. Voilà, une éducation nationale qui ne passe pas son temps effectivement à dénigrer la réussite, à faire du succès, la preuve de la malhonnêteté. Forcément, quand on réussit, c'est que soit on a hérité, il y a tout un c'est ça. Soit on a volé. Soit on a volé, soit on est malhonnête. Exactement. On ne peut pas réussir. L'honnêteté suppose la pauvreté. Non, c'est pas certain. C'est totalement absurde. Vous parlez beaucoup de la silver economy également. Lors de votre dernier passage, vous nous en aviez parlé. Vous en avez reparlé un petit peu en parlant de la pyramide des âges qui se transforme, qui vieillit. C'est tout à fait naturel. Du coup, dans ce contexte, est-ce qu'une réforme, est-ce qu'un système de retraite par répartition, c'est toujours viable? Non, je pense qu'il faut effectivement faire de la capitalisation et pas se tromper sur la nature de la capitalisation. On a l'impression que grâce à la capitalisation, eh bien, effectivement, on va pouvoir récupérer des dividendes de nos entreprises. En fait, la capitalisation et la répartition, c'est la même chose si on reste sur le territoire national. C'est-à-dire que vous avez une ponction faite en France. Vous avez une ponction qui représente entre 14 et 15% de la production. D'ailleurs, le POR, le Conseil d'orientation des retraites, indique bien qu'avec le fait qu'on indexe simplement les retraites sur l'inflation et pas sur la croissance économique, donc ça a plutôt tendance effectivement à stagner, ça va encore augmenter. Et puis assez vite, quand même, les célèbres boomers dont on n'arrête pas de dénoncer l'égoïsme vont finir par mourir. Donc, malheureusement pour eux. Et donc, il y a une sorte de stabilisation, mais néanmoins, il y a quand même cette ponction qui est une ponction importante. Donc, la seule façon de faire en sorte que cette ponction soit supportable, soit jugée supportable, c'est d'élargir l'assiette. Et pour élargir l'assiette, il faut aller dans des endroits où il y a des jeunes qui produisent. Et donc, pour moi, l'intérêt de la capitalisation, c'est de pouvoir acheter des usines, placer des fonds,
dans les pays où sont les jeunes, c'est-à-dire le sous-continent indien, l'Afrique. Vous en parliez exactement la dernière fois. C'est un peu une de mes obsessions. Je n'arrête pas de dire il faut regarder ce qui se passe à Mumbai plutôt que ce qui se passe à Saint-Flour. Je n'ai rien contre Saint-Flour. Mais d'un autre côté, aujourd'hui, ce dont on a besoin, si on veut relancer le travail, la productivité, c'est d'investir en France. Il faudrait peut-être que ce flux de capitalisation éventuel soit orienté vers les entreprises françaises. Alors, je crois qu'il y a deux phases. Dans un premier temps, effectivement, il faut tenir compte du fait qu'il y a encore quand même des gens qui travaillent en France. Mais néanmoins, il faut préparer cette silver economy. C'est à l'horizon de 10-15 ans. Il y aura beaucoup de gens dont il faudra s'occuper. Et le nombre des gens qui ont non seulement qui ont plus de 60 ans, 65 ans, mais maintenant c'est de plus de 80, plus de 90 ans, le nombre de centenaires va augmenter. Et donc la question qui se pose, c'est une question qui dépasse l'économie, c'est une question d'éthique et une question de société. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va prendre soin de nos aînés. De nos aînés. Or, je rappelle quand même que récemment, il y a un livre qui avait fait scandale et qui avait dénoncé la façon dont fonctionnaient les fossoyeurs, dont fonctionnaient les EHPAD. Et donc, je crois qu'il faut regarder ça de très près. Et regarder ça de très près, c'est aller chercher de la richesse. C'est là où elle est la richesse. Les deux pays où il y a une croissance supérieure à 6% cette année, c'est l'Inde et l'Indonésie. Parce que ce sont des pays jeunes et surtout, ce sont des pays où il y a un exode rural qui est en train de se mettre en place. C'est-à-dire cette jeunesse va être, elle, rendue très productive parce qu'elle va être happée par la révolution industrielle qui mène ces pays. Effectivement, ce serait dommage de passer à côté de cette création de richesse évidente. Ceci étant, et beaucoup de vos détracteurs, Jean-Marc Daniel, vous le disent, puisque vous êtes un chantre de la retraite par capitalisation, et à juste titre, probablement. Mais d'autres vous disent, d'autres vous diraient, vous diront, vous ont dit, oui, très bien, mais quid des personnes, des ménages qui gagnent moins entre le SMIC et 2 000 € par mois? Ils ne peuvent pas capitaliser, puisque l'essentiel de leur revenu va vers les biens de première nécessité, d'une certaine façon. Oui. Alors, il y a cette idée qui est une idée, à mon avis, là aussi, qui est une idée fausse de la part des gens qui font cette critique, c'est de considérer que la capitalisation, c'est simplement le fait de faire reposer le système sur chacun sur sa propre épargne. Ouais, c'est ça, alors qu'en fait, on pourrait compenser pour y avoir des exactement. Si vous voulez, dans un système qui est un système de retraite, vous avez deux niveaux. Vous avez le fait qu'effectivement, on tient compte de l'effort contributif de chacun. Bon. Et puis, vous avez le fait que la société considère que chacun, à partir d'un certain âge, a droit à avoir un certain niveau de vie, même s'il ne travaille pas. Et donc ça vous avez, donc autrefois, c'était l'allocation aux vieux travailleurs salariés qui est devenu le Fonds national de solidarité. Mais d'emblée, la société a véritablement fait, et c'est le problème de la sécurité sociale d'ailleurs, c'est qu'elle affiche toujours qu'elle fait la distinction entre le mécanisme d'assurance, qui pour la retraite par capitalisation passe par l'épargne, et le mécanisme de solidarité. Donc passer par l'épargne et dire qu'effectivement on va renforcer l'épargne, on va mieux utiliser cette épargne, on va l'orienter vers les endroits où il y a de la richesse, ça ne supprime pas une logique qui consiste à maintenir de répartition, enfin de redistribution, c'est-à-dire de maintenir la solidarité avec les personnes. C'est essentiel, c'est quand même le pilier de notre pays, d'une certaine façon. Oui, c'est le pilier de notre pays. Le problème, c'est que ce système de redistribution, ce système de sécurité sociale, on est 30 ans après le... Oui, c'est ça, il était adapté il y a plusieurs dizaines d'années. Voilà, alors il y a 80 ans, il a été créé, oui, et il y a 30 ans, on l'a véritablement réorganisé au travers du plan Juppé. C'était le 15 novembre 1995, donc c'était 30 ans pratiquement jour pour jour. Et le grand principe qui était affiché, c'était, par le discours d'Alain Juppé à l'époque, c'était de dire, écoutez, les partenaires sociaux ont failli, l'État va régler le problème de la redistribution, de la solidarité et de l'assurance. Et bien, ça ne s'est pas fait comme il l'avait annoncé, puisque un des enjeux, c'était d'éviter les déficits. Or, jamais notre sécurité sociale n'a été autant en déficit. Et effectivement, Monsieur Daniel, dans un monde qui se découple, États-Unis d'un côté, Chine de l'autre, est-ce que la France a encore une place très claire, selon vous ? Alors je crois que d'abord la France doit se raisonner au niveau européen, même si elle a un atout qu'on ne mesure pas, qui est normalement sa langue. Mais il faut qu'elle la préserve, sa langue. La francophonie n'est pas quelque chose... C'est vrai. C'est quelque chose de... Même si, bien sûr, je vous en prie. Mais... totalement neutre. En fait, les locuteurs qui parlent français sont plutôt parmi ceux dont la dynamique démographique fait que le nombre... Vous pensez aux pays africains beaucoup ou pas ? Beaucoup aux pays africains. Qui sont en train de rejeter justement la présence française aussi sur leur sol. Donc, voilà. Et un des problèmes de la France, c'est d'être capable, on en revient d'ailleurs avec les investissements à l'étranger, investir en Afrique, investir en Inde, il faut être capable de créer des solidarités avec l'endroit où il y a la jeunesse. La jeunesse
cette jeunesse, elle parle français, elle va être mise au travail, elle va être en capacité effectivement d'augmenter considérablement la production du monde, et donc il faut en profiter. Donc il faut avoir une diplomatie, il faut avoir un rapport à ces pays qui sont un rapport apaisé. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas le cas. C'est pas le cas en ce moment. Et alors, je ne veux pas faire de géopolitique ni jeter la pierre à tel ou tel gouvernement ou à telle ou telle équipe, mais c'est quand même aberrant quand on soit arrivé à une telle tension entre au sein de la francophonie, entre le pays locuteur de base, qui est la France, et les autres pays. Le deuxième atout de la France, je pense, c'est qu'effectivement, elle avait su préserver son niveau scolaire avec le système très bizarre qui était le système des grandes écoles. Et je pense que là aussi, on est sur le fil du rasoir. Il faut maintenir ça. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que le centralien, le polytechnicien, l'ingénieur des ponts, des mines, et envie de rester travailler en France. Il faut reconnaître leur talent. Il faut accepter que des rémunérations élevées soient données aux gens qui représentent une capacité intellectuelle. Bien sûr, et c'est évident, et c'est tout travail mérite salaire, et tout bon travail mérite bon salaire. De toute façon, ça c'est évident. Mais pour autant, là, on va rester sur cette question de la scolarité. Il y a le classement PISA, vous savez, qui note les pays en fonction. Alors là, c'est les mathématiques. La France a jamais été aussi mal placée ces derniers temps. Vous pensez que s'il y avait un classement PISA pour l'économie, on serait bien placé? Non, je pense effectivement, encore qu'on a la chance d'être un des pays qui a fourni pas mal de prix Nobel. Mais alors dans ces cas-là, justement, oui, bien sûr, mais ah oui, c'est vrai, encore cette année, oui, c'est vrai. Et alors on en revient à ce que nous disions, c'est-à-dire quand vous regardez le profil de ces prix Nobel, ils sont partis travailler aux États-Unis, ils sont soit normaliens, soit polytechniciens. Et donc vous avez une sorte de déphasage entre ce niveau scolaire, ce corps d'élite, et puis l'ensemble de l'enseignement qui était laissé à l'abandon, et il faut le reprendre en main. Et en plus que on a une chance entre guillemets, c'est-à-dire le fait qu'il y ait de moins en moins d'enfants fait qu'il y a besoin de moins en moins de professeurs des écoles. Donc on pourrait redéployer, supprimer des emplois, réorganiser. Et donc on est dans une situation où le ministère des Finances, Bercy, l'infâme Bercy, la direction du budget, n'arrive pas à obtenir qu'on supprime des emplois dans des endroits où il n'y a plus d'élèves pour redéployer ça et revenir à des stratégies pédagogiques maintenant le niveau. Alors sur les mathématiques, c'est assez surprenant cette chute. Oui, parce que justement, vous dites, quand vous citez nos corps d'élite, vous dites Polytechnique, Centrale, c'est de la science, c'est de la mathématique. C'est des mathématiques. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est que ce que commence à dire l'OCDE dans son classement PISA, donc il regarde ça, mais indépendamment du classement PISA, ce que commence à dire l'OCDE, c'est que cette formation d'élite commence à être affectée par l'évolution générale de l'enseignement des mathématiques en France. C'est-à-dire que le niveau baisse à Polytechnique. Le niveau commence à baisser à la Rédule, mais à Polytechnique. Et donc, l'OCDE dit alerte, méfiez-vous. Mais écoutez, c'est très intéressant et un peu alarmant ce que vous nous dites. Rapport Draghi, l'Europe parle beaucoup de souveraineté industrielle. C'est réaliste pour vous? Non, je pense que c'est un fantasme. D'ailleurs, ce que je trouve intéressant, c'est un jeu à la mode qui consiste à prendre les déclarations de notre président de la République et de voir comment elles ont évolué et de voir qu'il est assez souvent en contradiction avec ce qu'il disait quand il était ministre de l'économie. Mais effectivement, je me souviens d'une déclaration où il avait dit oui, bon, l'industrie, mais moi je n'ai pas la nostalgie des cheminées qui fument. Et donc, c'est pas là que ça va se passer. Et là, maintenant, on nous parle de réindustrialisation. Je pense que effectivement, il faut construire la silver economy et pas essayer de remettre en place des structures industrielles qui, enfin, je veux dire, on critique la Chine et donc le BHV pour faire venir du textile de Chine à bas de coût. On ne va pas refaire une industrie textile en France, on ne va pas refaire une industrie textile en Europe. En revanche, effectivement, je suis très sur la ligne de Serge Tchuruk. Vous savez, Serge Tchuruk dans les années 2000, au tout début des années 2000, au tout début du siècle, disait l'avenir, c'est pas des usines, c'est les centres de recherche qui permettront d'alimenter des usines dont nous serons propriétaires, mais qui seront toujours pareil dans les endroits où il y a une jeunesse susceptible d'occuper des emplois. Et donc, la vraie réindustrialisation, c'est d'avoir des centres de recherche, de faire de l'innovation. C'est un peu ce que nous dit d'ailleurs Philippe Aghion, notre prix Nobel. C'est-à-dire, il dit, écoutez, c'est la destruction créatrice. Il faut accepter la destruction et voir à quel endroit on va faire la création. Exactement. La destruction créatrice, c'est l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, la France a loupé le virage.
Alors c'est l'intelligence artificielle. Alors je ne sais pas si la France a loupé le village parce que sur l'intelligence artificielle il y a beaucoup de questionnements. Je crois que le vrai enjeu sur l'intelligence artificielle c'est deux choses. La première chose c'est d'avoir la capacité de fournir l'électricité dont on va avoir besoin l'intelligence artificielle. Oui. Et donc là je suis un peu inquiet sur les allers-retours autour d'EDF. C'est-à-dire PDG d'EDF c'est devenu un emploi à durée déterminée. Ça change. C'est vrai. Et donc il y a ça. Et la deuxième chose, c'est que l'intelligence artificielle va modifier considérablement le type d'emploi que nous Bien sûr, avoir. commence déjà. Je crois que c'est, enfin, les grands groupes licencient au nom de l'intelligence artificielle. Et avec des profils de métiers qui n'étaient pas ceux qui avaient été concernés par les précédentes révolutions technologiques. Et donc, vous savez, ceux qui détruisent les machines parce que leur métier est menacé s'appellent des ludites. Et donc, le véritable enjeu, c'est d'identifier où seront les ludites et de traiter le problème de ces ludites. C'est-à-dire que dans l'industrie, les ludites, c'était des ouvriers, donc l'emploi industriel a considérablement reculé, non seulement parce qu'on produit un peu moins, mais surtout parce qu'il y a eu d'énormes gains de productivité dans la façon de fabriquer les objets. Au travers de l'intelligence artificielle, il va y avoir énormément de gains de productivité dans la façon de fabriquer les idées, et donc il faut préparer effectivement la population à des mutations dans les emplois dont elle va avoir à disposition. Eh bien, la France a peut-être pris ce virage justement, puisque ça fait déjà quelques années qu'on parle de formation autour de l'intelligence artificielle, des métiers du numérique. C'est une vraie question, un vrai enjeu actuel, à voir dans quelle mesure ça se concrétise et si effectivement on a les ingénieurs de demain. En fait, c'est du service beaucoup en fait finalement. Oui, il faut préparer ça. Ce que je crains, c'est que pour l'instant, on en soit surtout à l'incantation. Déjà, au moins, incanter, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est une prise de conscience. C'est mieux que rien. Mais maintenant, il faut passer de l'incantation à l'action. Eh ben, écoutez, c'est ce qu'on va suivre. On suit tout ça. Dernière question, Jean-Marc Daniel. La dette française, 115% du PIB. Les marchés s'inquiètent inévitablement. Est-ce qu'on va droit dans le mur, Jean-Marc Daniel? Est-ce que la France est encore un pays solvable économiquement? Et je reviens sur ma dernière question, et intellectuellement. Alors je pense que sur le papier, économiquement, la France est solvable parce qu'on est à 115%, et surtout parce que derrière il y a l'Allemagne. C'est-à-dire qu'on est too big to fail. C'est-à-dire je ne veux pas nous comparer à la Grèce, mais les Allemands... La France n'est pas la Grèce du Nord. Non, parce que les Allemands, à un moment donné, se sont dit on va sortir les Grecs de la zone euro, donc ils ont imposé des choses aux Grecs. Et la France ne peut pas être traitée comme l'Allemagne pour des raisons qui sont des raisons de volume. C'est-à-dire la France est quand même place sur le marché près de 300 milliards d'euros d'obligations en ce moment. Bon, donc et elle est achetée, il y a toujours les demandes. Parce que tout le monde se dit, de toute façon, derrière, il y a l'Allemagne. L'Allemagne ne pourra pas laisser tomber si jamais. Et donc, le véritable enjeu, c'est pas tellement la solvabilité en tant que telle, c'est est-ce qu'à un moment donné, la zone euro peut être menacée? Est-ce qu'à un moment donné, il peut y avoir, ce que je parlais des pays frugaux, est-ce qu'il peut y avoir des pays frugaux qui vont dire... Se rebeller d'une certaine façon. Et dire, écoutez, on les sort, c'est pas possible. On les sort ou on les quitte? On les quitte, oui. Si on n'arrive pas à les sortir, nous on s'en va. Bon. Donc je crois qu'on n'en est pas encore là. Donc, en revanche, effectivement, sur le plan intellectuel, sur le plan économique, sur le plan de la... on voit bien que la productivité n'est pas au rendez-vous, mais c'est pas un problème exclusivement français. C'est-à-dire que je pense, on en revient à l'intelligence artificielle, c'est à quel moment est-ce qu'on va déboucher vers des gains de productivité issus de cette intelligence artificielle? Et là, pour l'instant, tout le monde est un peu... tout le monde, on le sait, le MIT a dit 97% des investissements réalisés dans l'intelligence artificielle ne sont pas rémunérateurs. Oui, pour l'instant. Voilà, donc le véritable enjeu, et donc là, ça dépasse un peu le cas de la France, c'est le cas de tous ces pays qui sont les pays, je dirais le G7, les pays du G7, et à quel moment est-ce qu'on va... alors c'est la grande question pour les économistes, est-ce qu'on est en train de se tromper? Est-ce qu'on est devant, non pas une innovation, mais ce qu'on appelle une invention, c'est-à-dire quelque chose qui est fascinant, mais qui finalement pas de gain de productivité. Finalement, dont l'impact économique est beaucoup plus faible que ce qu'on espérait. Certains font le parallèle avec Internet. IA et Internet, même principe, on est sur une révolution technologique ou pas du tout? L'IA, justement, vous, qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Marie? Ce qui est intéressant, c'est que aussi bien Internet que l'IA, c'est des progrès sur le traitement et la circulation de l'information. Je me permets de vous couper. Au début d'Internet, je ne sais plus quel économiste disait, de toute façon, dans 20 ans, c'était en 2000, dans 20 ans, chaque entreprise aura une fibre Internet chez elle. C'est le cas. Oui. Du coup, est-ce qu'on est capable de dire que dans 20 ans, chaque entreprise aura une solution d'intelligence artificielle à disposition et travaillera et créera de la productivité et réalisera des gains de productivité avec l'IA?
Oui, on peut l'espérer, mais si vous voulez, même sur Internet, sur l'informatique, il reste encore ce qu'on appelle le paradoxe de Solow, c'est-à-dire les ordinateurs, les fibres et tout ça, on les voit physiquement, mais on les voit pas dans les statistiques. Il n'y a pas eu ces gains de productivité qu'on aurait pu espérer. Et pourquoi? Parce que la matière qui est traitée, c'est l'information, et l'information n'a pas les mêmes résultats dans le fonctionnement économique que l'énergie. Jusqu'à la fin du siècle dernier, les grandes révolutions technologiques, c'était une amélioration du rendement de l'énergie. On est passé du cheval au charbon, du charbon à l'électricité, et de l'électricité thermique à l'électricité nucléaire, etc. Bon. Là, c'est l'amélioration du traitement de l'information. Et c'est pas exactement la même. C'est pas une révolution industrielle. C'est pas de la même nature. Et surtout, l'IA se trompe. Se trompe encore. Et vous avez encore, c'est un jeu, le nombre de gens qui annoncent qu'ils ont été tués par l'IA. Ils ont regardé sur des sites et ils s'aperçoivent que dans la biographie qu'on donne d'eux, il y a une date de leur décès. Ça arrive, effectivement. Donc c'est une. Ok, d'accord. Bah écoutez, merci merci Jean-Marc Daniel pour votre œil, votre analyse, votre personnalité également. Et bah écoutez, à très bientôt. À très bientôt. Et bonne journée. Merci. On marque une petite courte page de publicité, on retrouve le fil de notre émission, puisque dans un instant, c'est donc Éric Galliet qui va nous rejoindre pour nous expliquer quelles ont été les actualités particulièrement impactantes cette semaine et comment les marchés financiers ont évolué autour de ces informations. À tout de suite sur TF Finances.